Bienvenue sur la chaîne YouTube Star Recap. Le drama proposé dans ce contenu est un thriller psychologique qui mélange romance, enquête criminelle et suspense. L'histoire suit Bogignan, un brillant psychologue criminel, et Jian Yao, une traductrice intelligente et courageuse, dans leur collaboration pour résoudre des affaires criminelles complexes. Bogignan est un criminologue et profilé excentrique qui revient en Chine après avoir enseigné aux États-Unis. Il est antisocial, direct et souvent maladroit dans ses interactions humaines. Il travaille sur des cas complexes de criminels en série. Bogignan recrute Jian Yao, une jeune traductrice, pour l'assister dans ses enquêtes. Au début de notre drama, on aperçoit un homme enchaîné et couvert de sang dans une cave sombre qui parle tout seul. Il se comporte comme un psychopathe qui n'a plus toute sa tête. La scène suivante dévoile Jian Yao qui traîne une valise sur le trottoir. Elle s'arrête et une voiture gare devant elle. Sa sœur sort de la voiture et s'en va l'embrasser. Ensuite vient le tour de l'officier Xinran, son ami d'enfance qui vient lui souhaiter la bienvenue. Ensuite les trois entrent dans la voiture. En cours de route, Jian Yao informe Xinran qu'elle a un endroit où elle aimerait se rendre avant de rentrer à la maison. Après avoir roulé longtemps, la voiture se gare devant une maison isolée dans un coin retiré de la ville. Jian Yao est venue à cet endroit pour passer un entretien d'embauche. La maison est calme et elle donne l'impression d'être inhabitée, mais la sœur de Jian Yao aperçoit quelqu'un à l'étage qui guette par la fenêtre. Elle prend peur et dit à sa sœur qu'elle veut rentrer. Xinran démarre la voiture et on aperçoit une silhouette qui les regarde s'en aller à l'intérieur de la maison. Après avoir déposé les filles, l'officier Xinran se rend au commissariat et son collègue l'informe qu'il y a un nouveau cas d'enlèvement. Il est révélé que depuis quelque temps des enfants disparaissent mystérieusement et ce cas est le 5e enfant qui disparaît. Pendant ce temps, Jian Yao reçoit un message l'informant qu'elle doit revenir passer l'entretien le lendemain matin. Sa sœur lui dit que cette maison lui fait très peur et traite l'endroit de maison fantôme. Au même moment, Xinran appelle Jian Yao et elle l'informe du programme de l'entretien. Malheureusement, il lui dit qu'il ne pourra pas l'accompagner car il doit mener une enquête sur les cas de disparition. Mais il dit à Jian Yao d'être prudente et de l'appeler si elle voit quelque chose de louche. Le lendemain, Jian Yao se fait déposer par un taxi et elle envoie un message à Xinran pour l'informer qu'elle est déjà arrivée. Elle se rend à l'entrée de la maison et toque à la porte. Personne ne vient ouvrir mais la serrure se déverrouille. Elle ouvre et entre dans la maison. Une fois qu'elle est à l'intérieur, la porte se referme et se verrouille toute seule. Elle tente de l'ouvrir à nouveau mais n'y arrive pas. La maison est vide et calme. Jian Yao se rend au salon et trouve un mot qui lui est destiné sur la table. Afin de ne pas trop s'ennuyer pendant l'attente, Jian Yao décide de choisir un livre à lire dans la bibliothèque mais l'horloge se met tout à coup à sonner et elle panique, laissant tomber le livre. Au moment où elle s'apprête à le ramasser, Jian Yao lève la tête et aperçoit un homme qui la fixe sur les escaliers. Elle se présente et annonce à l'homme qu'elle est là pour l'entretien avec Monsieur Bogignan. L'homme s'approche de Jian Yao et se présente à son tour en se faisant passer pour Bogignan. Il offre du thé à Jian Yao et commence à lui poser des questions. Vu que Jian Yao est venue pour passer un entretien en tant que traductrice, l'homme lui donne un dossier à traduire et il fait exprès de laisser des photos choquantes des parties du corps humain décapitées à l'intérieur. Il observe attentivement les réactions et les gestes de Jian Yao. Sans perdre de temps, elle demande un dictionnaire pour l'aider à mieux effectuer sa tâche et elle commence la traduction. Elle prend la peine de tout noter à la main sur du papier. Pendant ce temps au commissariat, Xinran s'en va voir le commissaire et lui montre le dossier qu'il a monté sur les cas d'enlèvement et le commissaire lui donne l'autorisation d'aller enquêter sur le terrain. Après quelques minutes, Jian Yao finit de rédiger la traduction et l'homme est stupéfait par sa rapidité. Il prend le temps de contrôler le travail de Jian Yao et il trouve que c'est parfait. Au même moment, on aperçoit des pieds mystérieux qui descendent les escaliers et s'arrêtent au niveau du couloir. L'homme se met à poser quelques questions sur la vie personnelle de Jian Yao et elle répond. Mais ensuite elle commence à donner des observations bien détaillées qu'elle a tirées en observant chacun des faits et gestes du monsieur depuis qu'ils sont entrés en contact et en déduction. Elle lui dit qu'elle sait qu'il n'est pas Bogignan. Il est surpris et demande à Jian Yao comment elle a su qu'il n'était pas Bogignan et elle répond que c'est grâce à l'article posé sur le bureau. Il se lève et prend l'article, puis félicite Jian Yao pour son sens de l'observation. Après avoir remarqué qu'elle est vraiment douée, l'homme se présente à nouveau en tant que fusilleux et décide de l'embaucher en tant que traductrice permanente. Bogignan, qui espionnait la conversation depuis le couloir, décide de remonter à l'étage s'isoler comme d'habitude.
Elle envoie ensuite un message à Xinran pour lui dire qu'elle a fini et il vient la chercher plus tard. Il commence d'abord par demander à Jian Yao comment s'est passé son entretien et après un petit échange de sourires et de joie, les deux entrent dans la voiture et ils partent. Le lendemain, Jian Yao reçoit un courrier et lorsqu'elle l'ouvre, elle constate que c'est un contrat de travail. Elle le signe immédiatement. Xinran prend le contrat et en le lisant, il trouve que le nom Bogignan qui est dessus lui est familier mais il n'arrive pas à se souvenir où il a déjà entendu. La scène suivante montre les images d'un homme qui est enchaîné dans une salle et plus tard, il est révélé que c'est un cauchemar que Bogignan a l'habitude de faire. Après avoir signé le contrat, Jian Yao l'a immédiatement renvoyé à l'expéditeur et Fuziyue, après réception, le remet à Bogignan et lui annonce que Jian Yao commence le travail demain. Pendant ce temps au commissariat, Xinran fait un débrief sur les cas d'enlèvement avec les autres policiers et il est révélé qu'un 6e enfant vient de disparaître. Il examine attentivement les indices et après déduction, il envoie les policiers enquêter sur le terrain. La scène se déplace vers la maison de Bogignan où Jian Yao a commencé son travail de traductrice. Elle se rend compte que son verre de thé est vide et elle décide d'aller se servir à nouveau mais réalise qu'il n'y en a plus. Elle se rend ensuite à la cuisine afin d'en préparer. Son attention est attirée par une magnifique canne à pêche et elle prend des photos. En voulant rentrer au salon, elle entend un bruit étrange et s'arrête. Dans un flashback, on montre Fuziyue qui lui révèle que Bogignan est un homme bizarre avec un caractère plutôt détestable et il conseille à Jian Yao de ne jamais monter à l'étage sans l'autorisation de Bogignan. Fuziyue annonce à Jian Yao que mis à part la pièce qui est verrouillée, elle peut accéder à toutes les pièces du premier étage. De retour à l'instant présent, la pièce verrouillée s'ouvre subitement et Bogignan sort vêtu d'une combinaison de laboratoire. Les deux s'observent un instant sans rien dire et Bogignan s'en va. Pendant ce temps, Xinran commence son enquête sur le terrain. Il se rend sur l'autoroute et essaie de retracer la piste du dernier garçon qui a disparu. Son collègue l'informe qu'il n'y a rien dans cette zone, à part une maison isolée dans les montagnes. Il réalise que la maison dont parle son collègue est celle où travaille Jian Yao, la villa de Bogignan. Entre-temps, Jian Yao prend la magnifique canne à pêche de Bogignan et se rend au lac pour pêcher. Ensuite, elle rentre et remet le matériel à sa place. Mais elle prend la peine d'informer Bogignan par message qu'elle a utilisé son matériel, puis elle rentre chez elle. Plus tard dans la soirée, pendant qu'elle partage un repas en famille, elle reçoit un message de Bogignan qui la remercie pour le poisson qu'elle a pêché. Dans la même nuit, on entend un bruit étrange sortant de l'une des chambres de la villa de Bogignan. Ensuite, on aperçoit Bogignan ouvrir la porte et il dit « C'est une punition. Maintenant tu connais la peur ». Puis il referme la porte. Le lendemain matin au commissariat, Xinran commence à mener une enquête sur la mystérieuse villa de Bogignan. Plus tard dans la nuit, Jian Yao se retrouve bloqué à la villa par un violent orage. Le tonnerre gronde et une panne d'électricité se produit, plongeant la maison dans l'obscurité. Jian Yao se met à appeler Bogignan et lorsqu'il arrive au niveau des escaliers, Bogignan lui demande pourquoi elle le dérange. Jian Yao lui demande s'il y a des bougies dans la maison et Bogignan répond qu'il y en a, mais il ne sait pas où elle se trouve. Avant de remonter, il ordonne à Jian Yao de ne plus le déranger pour des futilités. Jian Yao se rend ensuite dans la cuisine et fouille dans les placards. Elle trouve plusieurs bougies qu'elle allume aussitôt, éclairant toute la pièce. Elle ouvre le réfrigérateur, prend du poisson et se met à cuisiner. Après avoir fini de cuisiner, elle se sert et dépose le plat sur la table puis se retourne pour se laver les mains. Bogignan apparaît et profite du fait qu'elle ait le dos tourné pour goûter au plat. Il critique amèrement le talent de cuisinière de Jian Yao et elle le prend mal. Pendant qu'elle mange, Bogignan commence à cuisiner à son tour et on peut s'apercevoir qu'il est vraiment doué en la matière. Il décide de faire le même plat que celui de Jian Yao et lorsqu'il finit, Bogignan dépose la nourriture devant Jian Yao et s'en va. Jian Yao profite de son absence pour goûter la nourriture et elle se rend compte que c'est un véritable délice. Elle entend ensuite un bruit étrange provenant du salon et elle décide d'aller vérifier de quoi il s'agit. Arrivée au salon, Jian Yao trouve que les fenêtres sont ouvertes et en essayant de les refermer, la vitre de l'une des fenêtres au-dessus se brise et elle réussit à esquiver de justesse les morceaux de verre qui s'écrasent sur le sol. Bogignan arrive avec des lunettes à vision nocturne et la porte dans ses bras, puis ensuite s'en va la déposer sur le canapé afin qu'elle ne marche pas sur les morceaux de verre qui sont au sol. Bogignan lui ramène un drap, souhaite ensuite bonne nuit à Jian Yao et retourne à l'étage. Pendant ce temps, dans la forêt obscure,
Un homme mystérieux est aperçu avec une pelle en train d'enterrer des sacs. Mais son visage n'est pas dévoilé. Le lendemain matin à son réveil, Beau-Gignan descend et trouve que Jian Yao est déjà parti. Il se rend à la cuisine, fouille son réfrigérateur et constate qu'il n'y a plus de poisson. Beau-Gignan appelle ensuite Fu Ziyu et l'informe qu'il lui faut du poisson. Fu Ziyu, qui était en pleine séance d'entraînement, s'énerve et raccroche la pelle. Pendant ce temps, Jian Yao se rend au marché en compagnie de sa mère afin d'acheter du poisson. Fu Ziyu appelle Jian Yao et lui demande d'en acheter aussi pour Beau-Gignan car il adore manger du poisson. Jian Yao demande au poissonnier s'il peut livrer une caisse de poisson à la villa isolée dans les montagnes et après une petite hésitation, le vendeur accepte et dit à Jian Yao qu'il va envoyer son fils faire la livraison. Sauf que les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. Plus tard dans la nuit, Fu Ziyu emmène Beau-Gignan dans le garage et lui présente une voiture hyper sophistiquée qu'il a fait fabriquer uniquement pour son ami Beau-Gignan. Fu Ziyu a également équipé la voiture d'un système d'intelligence haut de gamme à reconnaissance vocale qui ne reconnaît que la voix de Beau-Gignan. Il a surnommé le gadget Andy. Le lendemain matin, lorsque Jian Yao arrive à la villa, le poissonnier se pointe à son tour accompagné de plusieurs hommes armés de gourdins et ils annoncent à Jian Yao que le petit n'est jamais rentré après la livraison qu'elle a ordonnée hier pour la villa. Voyant que les hommes veulent entrer de force dans la villa, Jian Yao décide d'appeler l'officier de police Xinran et elle l'informe de la situation et il prend immédiatement la route. Jian Yao appelle ensuite Beau-Gignan pour l'informer de la situation à l'extérieur et Beau-Gignan demande à Jian Yao de les conduire dans la pièce verrouillée qui se trouve au premier étage. La même pièce que Fu Ziyu lui avait ordonné de ne jamais ouvrir. Les hommes croyaient qu'en s'y rendant, ils allaient trouver le fils du poissonnier mais lorsque Jian Yao a ouvert la porte, ce fut la catastrophe. La pièce contenait des ossements et des membres du corps humain encastrés dans des bocals. Une scène digne d'un film d'horreur. Chacun s'est mis à courir en criant « assassin ». Le poissonnier a conclu que son fils s'est fait décapiter, perdant tout espoir. La police arrive à son tour et Xinran entre dans la pièce. Il observe attentivement le contenu de la pièce et tente de faire une liaison avec les enfants disparus. Il décide ensuite qu'il doit interroger Beau-Gignan. L'un des officiers vient informer Xinran qu'il y a une pièce verrouillée au second étage et Jian Yao comprend immédiatement qu'il s'agit de la chambre de Beau-Gignan. Elle appelle Beau-Gignan et l'informe que la police veut le voir pour discuter et Beau-Gignan répond qu'il est occupé, puis il raccroche l'appel. Xinran s'énerve et tente de monter mais son collègue lui dit qu'ils ont besoin d'un mandat pour ça. Alors Xinran décide d'appeler son supérieur pour l'aider à obtenir un mandat mais à sa grande surprise, le commissaire arrive en personne sur les lieux. Le commissaire demande à Xinran d'arrêter toute tentative de pénétrer dans la maison et informe Jian Yao que Beau-Gignan est une personnalité très respectée dans le monde des enquêtes criminelles. Le commissaire demande ensuite à Jian Yao d'appeler Beau-Gignan car il veut parler avec lui. Jian Yao lance l'appel et passe le téléphone au commissaire. À la fin de leur conversation, le commissaire entre dans la maison pendant que Xinran et Jian Yao se demandent qui est réellement le professeur Beau-Gignan. Le lendemain, Xinran demande à Jian Yao de passer au commissariat si elle est libre. Lorsque Jian Yao arrive au commissariat, Xinran l'informe que Beau-Gignan a accepté de résoudre l'enquête sur le cas d'enlèvement, mais il le fera à condition que Jian Yao accepte de devenir son assistante. Xinran profite de sa relation avec Jian Yao pour demander à Jian Yao de constamment lui transmettre des informations sur le déroulement de l'enquête de Beau-Gignan. Lorsque Jian Yao rentre à la maison, elle trouve Beau-Gignan en train de l'attendre. Beau-Gignan est venu personnellement informer à Jian Yao qu'elle sera désormais son assistante personnelle et ils vont travailler ensemble sur des enquêtes criminelles. Il l'informe qu'ils vont commencer demain puis il s'en va. Le lendemain matin, lorsque Jian Yao arrive à la villa, elle accède pour la première fois à l'étage supérieur et entre dans la chambre de Beau-Gignan, qui a déjà commencé à travailler sur l'affaire. Pendant qu'elle était en train de jeter un coup d'œil sur le tableau des indices, Beau-Gignan sort subitement des toilettes et la traverse comme un somnambule. Il se rend à la cuisine et boit une tasse de lait pour récupérer car il a travaillé sur cette affaire toute la nuit et il est extrêmement épuisé. Les deux sortent ensuite de la maison et démarrent la voiture. Quelqu'un est caché dans les buissons et prend des photos. En cours de route, Jian Yao découvre Andy et elle est stupéfaite par la technologie haut de gamme de la voiture de Beau-Gignan. Ils arrivent ensuite au domicile de l'avant-dernier garçon disparu. La mère du garçon leur ouvre la porte et leur donne accès à la chambre du garçon. Jian Yao observe minutieusement la chambre du garçon et trouve des indices qu'elle partage avec Beau-Gignan.
Lorsqu'elle finit de parler, Bourguignon la serre fort dans ses bras et la remercie car elle vient de lui donner l'indice qui va lui permettre de résoudre l'affaire. Bourguignon, à son tour, décide de partager son analyse avec Jian Yao et il est révélé que le kidnappeur opère aux alentours des salles de jeu. En cours de route, Bourguignon donne une description imaginaire de l'individu qu'il recherche et Jian Yao est plutôt surprise et se demande comment il fait pour décrire quelqu'un qu'il n'a jamais vu. Pendant ce temps, le tueur en série nous dévoile une collection de ses victimes sur un tableau. Xinran reçoit le rapport de Bourguignon et décide de rassembler le commissaire et les autres policiers afin que Bourguignon leur donne plus de détails sur les raisons qui l'ont poussé à rédiger cette description. Mais Bourguignon refuse de le faire à travers le téléphone car il est en train de conduire. Plus tard, il se rend au commissariat et commence son débrief. Bourguignon explique point par point son analyse aux policiers présents dans la salle et on remet à chacun d'eux un papier contenant une zone de recherche bien délimitée. Ensuite, Xinran demande à Bourguignon pourquoi il faudrait d'abord attendre qu'on retrouve les corps des victimes avant que Bourguignon se décide à sortir un portrait robot. Bourguignon répond que c'est en voyant les corps des victimes qu'il saura exactement quel type d'individu il recherche. Ce qui sous-entend que d'après Bourguignon, les personnes disparues ont déjà été tuées par le criminel. Tard dans la nuit, le professeur continue de travailler sur l'affaire et il parle aux images comme s'il s'adressait à une personne physique. Entre-temps, l'un des policiers trouve de nouveaux éléments lors de sa descente sur le terrain et il le communique à Xinran. Sans perdre un seul instant, Xinran s'en va réveiller Jian Yao et lui demande d'appeler Bourguignon pour lui dire qu'il y a de nouveaux éléments qui ont été découverts grâce à la zone délimitée qu'il a fournie. Bourguignon demande qu'ils viennent chez lui transmettre l'information et les deux prennent la route sans perdre un instant. Lorsqu'ils arrivent à la villa, on aperçoit qu'il y a un individu caché dans les buissons qui filme tout ce qui se passe autour de la villa. Lorsqu'ils arrivent dans la chambre du professeur Bourguignon, Xinran lui transmet les informations sur les nouveaux éléments et lui remet ensuite un dossier contenant les détails. Quelques minutes plus tard, en se basant sur les nouveaux éléments apportés par Xinran, Bourguignon délimite 3 endroits précis sur une carte et dit à Xinran que les corps des victimes se trouvent à l'un de ces endroits. Xinran s'en va et Bourguignon demande à Jian Yao de rester. Elle insiste qu'elle veut rentrer mais il refuse en lui donnant quelques arguments pour la convaincre de rester. Elle accepte de rester et demande à Bourguignon où elle va dormir. Il pointe le canapé du regard puis il s'en va. La même nuit, Xinran commence les recherches dans la forêt et les policiers trouvent des corps décapités. Jian Yao est immédiatement informée et elle s'en va transmettre la nouvelle à Bourguignon. Très tôt le matin, Bourguignon et Jian Yao prennent la route. Pendant le trajet, Jian Yao demande à Bourguignon pourquoi il veut à tout prix qu'elle soit son assistante et il répond qu'il a choisi parce qu'elle est belle. Une phrase qui la fait rougir. Une fois sur les lieux, Xinran dit à Jian Yao de rester dans la voiture et de ne pas les suivre car ce qu'ils ont trouvé est horrible à voir. Puis il s'en va dans la forêt avec le professeur Bourguignon. Une fois arrivé sur les lieux où les corps ont été découverts, Xinran informe Bourguignon que 6 corps ont déjà été déterrés et Bourguignon commence à imaginer le scénario dans sa tête. On nous dévoile ensuite comment les corps ont été transportés jusqu'à cet endroit. Xinran informe Bourguignon que d'après les médecins légistes, les meurtres ont été commis entre 5 mois et 1 semaine. Ce qui veut dire que le fils du poissonnier est peut-être encore vivant. Plus tard dans la nuit, on montre Fu Ziyu en train de s'entraîner sur un ring de boxe pendant que Bourguignon continue ses recherches en se basant sur les nouveaux éléments trouvés dans la forêt. Après une longue analyse, il réalise que le tueur est juste motivé par le massacre et il décide d'appeler Fu Ziyu. Le lendemain matin, Jian Yao se fait déposer à la villa par Xinran qui en profite pour lui remettre le rapport d'autopsie du médecin légiste. Lorsque Jian Yao entre dans la maison, elle trouve que Fu Ziyu est présent et elle remet le rapport d'autopsie à Bourguignon. Après lecture du document, Bourguignon demande à Fu Ziyu de lui créer un simulateur pour sa présentation et plus tard, dans l'une des salles du commissariat, Bourguignon partage son analyse avec les policiers. À la fin de son débriefing, en se basant sur son analyse, il dévoile que le tueur utilise une machine à tuer pour décapiter ses victimes. Plus tard dans l'après-midi, Xinran reçoit un appel lui informant qu'un nouveau corps vient d'être retrouvé à 1 kilomètre de l'endroit où les autres corps avaient été retrouvés. Xinran se rend immédiatement à la villa et comme d'habitude, quelqu'un caché dans les buissons continue de prendre des photos. Fu Ziyu emmène Xinran dans la salle où se trouve le professeur Bourguignon et à leur arrivée, ils sont étonnés de découvrir que le professeur a fabriqué une réplique de la machine à tuer qu'il avait mentionnée lors du débriefing. Xinran informe Bourguignon qu'un nouveau corps a été retrouvé et Bourguignon suppose que c'est sûrement celui de la première victime du tueur.
Ensuite, ils se rendent compte que le matériel utilisé pour fabriquer cette machine à tuer est forcément rare et Xin-Ran décide de fouiller les bases de données sur Internet pour trouver celui qui a pu effectuer des achats similaires. L'équipe se rend ensuite à l'hôpital et Bo Jinian examine le nouveau corps qui a été retrouvé. Un meurtre qui date d'1 an et demi d'après le médecin légiste. Bo Jinian devient obsédé par l'envie de découvrir l'identité de cette première victime car il pense que c'était forcément quelqu'un de très proche du tueur. En analysant les objets trouvés sur la victime, il découvre une boîte avec des écritures illisibles. Jian Yao prend une photo et l'envoie à Fu Ziyu. Jian Yao en profite aussi pour prendre une photo de Bo Jinian afin de la montrer à sa sœur qui craque pour le professeur Bo Jinian. Plus tard dans la soirée, Jian Yao montre la photo à sa sœur et en naviguant dans la galerie du téléphone, sa sœur voit l'image de la boîte que Jian Yao avait filmée et elle informe Jian Yao que cette boîte est identique à la boîte à stylo que l'école leur avait donnée. Bo Jinian et Jian Yao se rendent à l'école très tôt le matin et le principal les informe que la boîte qu'ils ont trouvée était le prix à gagner pour la 3e place d'un festival qui avait été organisé il y a 1 an. Le principal remet à Jian Yao une liste de tous ceux qui ont participé à la compétition. Les deux se séparent ensuite et il est décidé que Jian Yao va rester interroger les élèves tandis que Bo Jinian s'en va enquêter sur les lieux où le dernier corps a été retrouvé. Il analyse minutieusement les lieux et se rend ensuite au niveau de l'autoroute. Une idée lui vient subitement en tête et il demande à Andy d'effectuer une recherche qui finit par lui donner un indice sur la route de Dongzan. Il appelle ensuite Jian Yao et lui demande de vérifier s'il y a un élève qui habite non loin de la route de Dongzan sur la liste qu'elle a reçue. Jian Yao trouve un nom et lui transmet l'adresse de l'élève. Bo Jinian appelle ensuite Xin-Ran et lui demande d'effectuer une recherche sur un magasin qui vend des matériaux et qui serait situé dans le marché fermier de Dongzan. Et c'est ainsi que chacun prend la direction du marché fermier de Dongzan. Bo Jinian arrive en premier et il entre dans une boutique. Une fois à l'intérieur, il trouve qu'il n'y a personne. Bo Jinian tente ensuite d'ouvrir une porte dans la boutique mais une vieille femme apparaît subitement et l'interrompt. Elle appelle ensuite le propriétaire de la boutique pour l'informer qu'il a un client. Lorsque le propriétaire voit que le client en question c'est Bo Jinian, il prend la fuite. Une chasse à l'homme est lancée et l'homme se fait attraper par la police grâce à l'intervention de Jian Yao et les techniques de combat de Bo Jinian. Nos 3 enquêteurs rentrent dans le magasin et ouvrent la fameuse porte. La machine à tuer est découverte à l'intérieur et on retrouve le fils du poissonnier ligoté dans une boîte. Après que Bo Jinian et Jian Yao soient partis, Xin-Ran trouve des caisses numérotées dans la pièce secrète du magasin. La scène se déplace ensuite chez Bo Jinian qui propose à Jian Yao de continuer à travailler pour lui pendant 3 ans et il remet un contrat à Jian Yao. Mais malheureusement, Jian Yao informe Bo Jinian qu'elle a déjà signé un contrat avec une entreprise à Jiangsu et rejette la proposition de Bo Jinian. Elle dépose le contrat et s'en va. Le lendemain, après avoir reçu des moqueries de la part de Fu Ziyu à cause du rejet de Jian Yao, Bo Jinian décide d'appeler Jian Yao afin de l'inviter à venir à la maison. Jian Yao emprunte la voiture de Xin-Ran et emmène sa sœur Xuan avec elle afin qu'elle rencontre son crush en personne. À l'arrivée des filles, elle trouve des boîtes à l'entrée du salon. Le groupe transporte ensuite les boîtes à la plage et ils organisent un festival de feux d'artifice. Jian Yao commence à trouver Bo Jinian craquant. Elle le tire dans un coin reculé et en profite pour l'inviter à venir dîner chez eux. On commence à ressentir comme de l'amour dans les airs. Le lendemain, Bo Jinian arrive chez Jian Yao accompagné par Fu Ziyu. Pendant que les femmes font la cuisine, Xin-Ran commence à parler de l'enquête avec Bo Jinian et il lui montre des images des caisses numérotées qu'ils avaient trouvées dans le magasin. Ensuite, tout le monde passe à table. Ils mangent, boivent du vin et rigolent comme une magnifique famille. Et l'on s'aperçoit encore qu'il y a quelqu'un qui continue à espionner Bo Jinian dans l'ombre. Dès son retour à la villa, Bo Jinian est informé par Fu Ziyu qu'il a mené une enquête sur Jian Yao et il a découvert que ses parents et ses grands-parents ont été assassinés par un criminel lorsqu'elle était encore toute petite. Le fameux jour où cela s'est passé, Jian Yao et sa sœur Xuan ont survécu en se cachant dans un placard et c'est le commissaire Li, qu'elle appelle souvent Oncle Li, qui les avait retrouvés cachés dans un placard. Après le départ de Fu Ziyu, Bo Jinian reçoit des photos de l'espion sur son téléphone, ainsi qu'un message qui dit « Je suis devant toi ». La scène suivante dévoile une femme qui commet un suicide dans une baignoire et plus tard, Jian Yao se réveille en sursaut de son sommeil. Ensuite, Bo Jinian gare sa voiture devant la maison de Jian Yao. Il remarque que la voiture de Xin-Ran est aussi garée.
Xinran est venue se proposer de déposer Jian Yao à Jiangsu, mais elle lui informe que Bo Jinian lui avait déjà proposé de l'emmener vu que lui aussi s'en va à Jiangsu. La famille charge ses bagages dans la voiture de Bo Jinian et les deux prennent la route. Pendant le trajet, Bo Jinian tente encore de convaincre Jian Yao de renoncer à son travail et d'accepter sa proposition, mais ça ne marche toujours pas. Pendant ce temps, Fu Ziyu est aperçu en train de réserver les appartements de Bo Jinian et Jian Yao. À leur arrivée à Jiangsu, les trois partagent un repas dans un restaurant chic et Fu Ziyu remet à Jian Yao la clé de son appartement. Mais elle choisit d'aller passer la nuit dans le local qu'elle avait déjà choisi avant son voyage. Le lendemain, Fu Ziyu et Bo Jinian l'emmènent visiter la chambre qu'ils avaient réservée pour elle. L'endroit est très bien et Jian Yao l'adore. Bo Jinian lui dit qu'elle n'aura rien à payer pendant les 2 premiers mois et elle accepte de le prendre. Jian Yao constate après que Bo Jinian habite aussi dans le même bâtiment et cela l'intrigue un peu. Les deux hommes s'en vont, Jian Yao rentre dans son appartement et commence immédiatement à emménager. Le lendemain, Jian Yao se rend à l'entreprise où elle doit commencer le travail et on lui présente Pei, son chef de département. Pei et commence à lui faire les yeux doux et Jian Yao découvre ensuite que Pei est un Don Juan qui tire sur tout ce qui bouge en mini-jupe. Une autre employée vient chuchoter à Jian Yao de se méfier de Pei car c'est un coureur de jupons. Pei l'emmène jusqu'à son bureau et lui remet le manuel du département en se rapprochant un peu trop d'elle. En bougeant son clavier d'ordinateur, Jian Yao trouve la photo d'une femme cachée en dessous du clavier. Ensuite une autre fille, Xu Qing, vient se présenter à elle. Elle voit la photo et informe Jian Yao que c'est la fille qui occupait ce bureau avant son arrivée. Jian Yao croyait que la fille avait démissionné mais Xu Qing lui annonce que la fille est décédée. Plus tard dans la soirée, Bo Jinian rend visite à Jian Yao et les deux partagent un petit repas dans son nouvel appartement. Après le départ de Bo Jinian, Xinran appelle Jian Yao pour l'informer de la suite du déroulement de l'affaire des numéros trouvés sur les caisses. Au même moment, le logiciel de décryptage de Fu Ziyu trouve aussi quelque chose concernant les mêmes numéros. Le lendemain matin à son boulot, Jian Yao fait la rencontre de l'ancien directeur commercial Xiao Zhu et elle assiste à sa première réunion d'entreprise où elle rencontre tous ses supérieurs. Le but de cette réunion est de présenter le nouveau directeur commercial aux responsables de l'entreprise. Quelques minutes plus tard, Bo Jinian fait son entrée dans la salle et Jian Yao est surprise de constater qu'il est le nouveau directeur commercial de l'entreprise en question. Elle est désignée pour être sa secrétaire personnelle. Après la réunion, Bo Jinian fait déplacer le bureau de Jian Yao et il l'installe dans son bureau. Plus tard, il est dévoilé que Bo Jinian travaille sous couverture afin d'enquêter sur la mort de la fille dont Jian Yao avait trouvé la photo sous le clavier de son bureau. Bo Jinian est connu pour ne résoudre que des enquêtes criminelles de tueurs en série. Alors Jian Yao lui demande pourquoi il a accepté d'enquêter sur un simple cas de suicide. Bo Jinian lui répond qu'il ne pouvait pas refuser car la personne qui lui a demandé de mener cette enquête est une personne qui lui est très chère. Les deux se rendent ensuite dans le bureau de la présidente de l'entreprise et la présidente informe Jian Yao qu'elle est celle qui a demandé à Bo Jinian de venir enquêter dans l'entreprise. La présidente dépose des photos sur la table et commence à donner la raison pour laquelle elle veut qu'une enquête soit menée sur le cas de suicide de l'employé Wang Guan. Lorsque Bo Jinian demande à la présidente quelle est la personne qu'elle soupçonne, la présidente hésite d'abord un instant avant de dire qu'elle suspecte son fiancé, Yi Yang. Mais la présidente a des doutes et c'est la raison pour laquelle elle a contacté Bo Jinian pour l'aider à résoudre ce mystère. Plus tard chez Jian Yao, Fu Ziyu demande à Bo Jinian s'il veut vraiment enquêter sur son beau-frère Yi Yang, et Jian Yao réalise que Bo Jinian est le frère de la présidente de l'entreprise. Le lendemain matin, Bo Jinian remet sa carte de crédit à Jian Yao et l'envoie faire des achats pour lui. Elle se rend dans un magasin, achète plusieurs articles et les transporte toute seule pendant que Bo Jinian attend au calme dans la voiture. Plus tard, Bo Jinian rejoint Jian Yao dans le secteur du magasin où on vend des lits. Les deux se couchent à l'envers sur un lit et Bo Jinian propose à Jian Yao d'emménager dans son appartement. Elle décline la proposition, se lève et s'en va. Ils prennent l'ascenseur et Bo Jinian lui demande pourquoi elle refuse de venir vivre avec lui. Une question qui attire l'attention de tout le monde présent dans l'ascenseur. Jian Yao se sent gêné et lui répond à voix basse. Les autres femmes présentes dans l'ascenseur se mettent à rigoler et Jian Yao se sent encore plus mal à l'aise. Le lendemain dans le bureau de Bo Jinian, Jian Yao est aperçue en train de lire la note de suicide laissée par Wang Guan d'une manière très émotive. Elle pleure en lisant la lettre et après avoir terminé, elle se demande comment la police a pu croire que cette lettre de suicide était sincère.
Bo Jinian n'est pas trop intéressé par les enquêtes sentimentales, du coup il dit à Jian Yao de se charger de cette affaire. Elle commence son enquête mais elle est interrompue par le coureur de jupons Pei et qui vient l'inviter à dîner, en précisant que les autres employés seront aussi présents. Pendant le dîner, elle se laisse emporter par son enquête et commence à voir tout le monde présent sur la table comme un suspect potentiel. Après le dîner, Bo Jinian vient la chercher et les deux commencent à afficher des comportements un peu moins professionnels. Bo Jinian remet un iPad contenant le blog intime de Wang Guan et une fois à la maison, Jian Yao se met à analyser chacune des notes. Après avoir fait le lien entre le contenu du blog et le comportement des employés de l'entreprise, Jian Yao déduit que l'amant de Wang Guan était Mei Shen. La scène suivante marque l'arrivée de Xinran à Jiangsu. Il a été muté dans la ville et il va travailler là-bas pendant quelques semaines. Il arrive chez Jian Yao et est surpris lorsqu'on vient livrer le colis de Bo Jinian chez Jian Yao. Elle lui annonce que Bo Jinian vit dans le même bâtiment et il devient un peu jaloux. Il décide de demander à Jian Yao si elle a des sentiments pour Bo Jinian et Jian Yao avoue qu'elle est un peu intéressée par le personnage mais elle a peur à cause du monde criminel auquel il s'aventure. Au moment où les deux s'apprêtaient à sortir pour aller dîner, Bo Jinian appelle Jian Yao et lui demande de le retrouver dans un cimetière. Elle s'y rend et la scène montre l'employé Mei Shen en train de pleurer sur la tombe de Wang Guan. Bo Jinian s'approche et l'accuse d'être le meurtrier de Wang Guan. Mei Shen déclare qu'il était amoureux d'elle mais il ne l'a pas tuée. Bo Jinian le croit et il s'en va. Sur le chemin du retour, Fu Ziyu appelle Jian Yao et lui demande de consulter le mail qu'il a envoyé. Elle ouvre le mail et découvre que c'est la dernière page du blog de Wang Guan. La note écrite dans le blog prouve que l'employé Mei Shen est innocent car son alibi colle avec le contenu de la note. Maintenant il faut trouver un autre suspect et les deux enquêteurs travaillent sur le dossier toute la nuit. Le lendemain au bureau, Jian Yao examine les photos du crime de plus près et se rend compte qu'il y a des éléments qui l'avaient échappé. Elle a un nouveau suspect en tête qui n'est autre que Xu Qing. Jian Yao l'intercepte aux toilettes et se met à l'interroger. Xu Qing avoue qu'elle était avec le directeur Fu la nuit du meurtre et qu'ils ont passé toute la nuit ensemble. Plus tard dans sa chambre, Jian Yao fait comprendre à Bo Jinian qu'elle n'a plus aucune piste mais Bo Jinian lui fait comprendre qu'il a déjà sa petite idée sur les raisons du meurtre de Wang Guan. Le lendemain, Bo Jinian s'en va voir la présidente et lui annonce qu'il y a un réseau de trafic de drogue au sein de l'entreprise et il demande à sa sœur d'informer la police. La scène se déplace vers le commissariat de police et Xinran est choisi pour s'occuper de cette affaire vu qu'il a déjà eu à travailler avec Bo Jinian. Plus tard dans la nuit, Jian Yao se met à analyser les chiffres que Xinran avait retrouvés sur les caisses et elle finit par trouver l'énigme cachée derrière ce puzzle. Il s'agit d'un message destiné à Bo Jinian. Elle court immédiatement informer Bo Jinian de sa découverte mais elle est surprise de réaliser qu'il le savait déjà depuis longtemps. Bo Jinian explique à Jian Yao que quelqu'un les espionne depuis longtemps et que cette personne a un intérêt malsain à son égard. Jian Yao tente de lui faire part de son inquiétude mais il lui dit qu'il contrôle la situation. Ensuite, Bo Jinian nous dévoile le fantôme qui le hante dans ses cauchemars. Le lendemain matin, Jian Yao se rend au commissariat remettre le dossier d'enquête que Bo Jinian a rédigé. L'officier Xinran se sert de ce dossier pour faire un débriefing de l'affaire à ses collègues. Pendant ce temps, Bo Jinian commence à enquêter sur la personne qui le traque et il contacte Suzanne, un agent du FBI et profileuse exceptionnelle, afin qu'elle dépose une requête lui donnant l'autorisation de venir enquêter sur le sol américain auprès de ses supérieurs. Après avoir terminé avec Suzanne, Bo Jinian se rend sur la scène de crime afin d'approfondir son enquête et mettre fin à cette affaire le plus tôt possible. Il finit par trouver le paquet de drogue que Wang Guan avait caché dans les buissons le soir de son assassinat. De retour à l'entreprise, Pei se rapproche de Jian Yao et l'invite à venir chez lui, utilisant comme prétexte qu'une fête a été organisée en son honneur. Avant de se rendre à la soirée, Jian Yao demande à Bo Jinian de l'aider à choisir la robe qu'elle va porter. Elle essaie la première et il n'est pas satisfait. Puis la deuxième et il n'est toujours pas satisfait. Lorsqu'il la voit dans la troisième robe de couleur noire, il est sublimé et se lève pour lui coller un micro, ainsi qu'un écouteur à l'oreille. Elle se fait ensuite déposer au lieu où la fête va se dérouler par Fu Ziyu et Bo Jinian. Avant de sortir de la voiture, Fu Ziyu lui informe que si elle se retrouve en danger, elle n'a qu'à dire il pleut et l'équipe d'intervention va venir la secourir. Elle sort ensuite et Bo Jinian la regarde s'en aller à travers la vitre. Pendant les festivités, Pei prend une photo de Jian Yao à son insu lorsqu'ils sont à table. Jian Yao lui demande de la supprimer mais il refuse.
Elle fait semblant d'être gênée et elle se rend dans la salle de bain afin de chercher des preuves, espérant trouver des drogues dans l'un des tiroirs. Elle finit par trouver quelque chose, mais au même moment, Paige toque à la porte et elle n'a pas le temps de voir de quoi il s'agit. Les autres invités commencent à rentrer et Jian Yao informe Paige qu'elle va aussi y aller, mais Paige insiste pour qu'elle reste encore un peu. Lorsque tous les invités partent et que Jian Yao est la seule qui reste, Paige coupe subitement l'électricité et la maison se retrouve dans le noir. Ensuite, il se rapproche lentement de Jian Yao, il se jette sur elle en essayant de la forcer à avoir des rapports avec lui. Bo Jinian débarque et l'assomme en l'injectant un sédatif. Il recueille ensuite quelques preuves et demande à Jian Yao de rester jusqu'à ce qu'il se réveille afin que Paige ne soupçonne pas qu'il s'est fait attaquer par quelqu'un d'autre. Lorsque Paige se réveille enfin, Jian Yao lui présente un tasé et lui dit qu'elle veut s'en aller. Mais Paige insiste qu'elle coupe d'abord son gâteau d'anniversaire avant de partir. Il la dépose ensuite chez elle et la soirée se termine paisiblement. Le lendemain, tous les employés suspectés du meurtre de Wang Guan sont convoqués au commissariat et chacun subit un interrogatoire. Ils se font tous interroger les uns après les autres par l'officier Xinran qui leur met un coup de pression qui finit par payer. L'officier Xinran commence à obtenir des aveux et l'affaire du suicide se transforme en crime collectif. Mais personne ne veut dénoncer le véritable assassin. La scène se déplace dans l'appartement de Bo Jinian. Jian Yao entre dans l'appartement de Bo Jinian et découvre les cicatrices de torture qu'il a sur son dos. Elle commence à poser des questions et Bo Jinian l'emmène dans sa chambre et il lui présente son pire cauchemar. Tommy la fleur cannibale, le tueur en série qui le hante dans ses cauchemars. Le lendemain, un convoi de police dépose tous les suspects à la villa où le crime s'est déroulé. Bo Jinian a prévu de résoudre l'affaire à sa manière.